21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Faut que je vous raconte. J'étais dans le bus qui me ramenait chez moi l'autre soir. Derrière, une dame et son mari sortaient du cinéma. À l'écouter, elle, rien du film qu'il venait de voir n'avait trouvé grâce à ses yeux. Elle déversait son fiel sur les acteurs, le scénario. Quand le bus s'est arrêté au feu rouge, je l'ai entendu qui disait « Freud, je le sens moyen, lui !» Derrière les vitres, une affiche de cinéma représentant le barbu père de la psychanalyse dans un film qui, sur les écrans actuellement, était diffusé. En voyant le visage de l'acteur, aussitôt j'ai repensé à lui. Ce médecin que j'allais voir une fois par semaine il y a des années. Je me souviens de son cabinet, rez-de-chaussée, hôtel particulier. La façade entièrement recouverte de vignes vierges. Le mercredi matin, à 10h moins quelques minutes, j'ouvrais le petit portail donnant sur un jardin qui débordait de partout. Une jungle immense dans mes souvenirs, à travers laquelle je me frayais un chemin jusqu'à la porte du cabinet. À l'intérieur, une vraie maison de poupée, sombre, imprégnée d'un parfum que jamais j'ai retrouvé. La salle d'attente était minuscule, une chaise seulement, posée devant un immense tableau qui avalait toute la pièce. Toutes ces années où j'y suis allé chez ce psy, j'ai jamais eu assez de temps pour comprendre ce qu'il y avait vraiment sur cette étrange toile de peinture. Un magma bouillonnant de trucs totalement insensés. Dans cette salle d'attente, j'ai jamais croisé aucun autre patient, de sorte qu'il m'arrivait de me demander si cet endroit n'existait pas juste que pour moi seul. Je me souviens plus du visage qu'avait cet homme-là. La seule chose dont je me rappelle, c'est du tableau noir ténèbres accroché au mur de la petite salle d'attente. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai tapé le nom du psy sur Internet. Et le premier article qui lui était consacré débutait par le mot « hommage ». 5 ans déjà qu'il était mort. Ça m'a fait quelque chose. Après tout, c'est bien la seule personne sur Terre qui en savait le plus sur moi. Sur le moteur de recherche, j'ai entré l'adresse du cabinet. Et Internet m'a sorti une photo récente de l'hôtel particulier. Désormais, la façade est imberbe, dépourvue de vignes vierges. Peut-être la maison a-t-elle été vendue. Avant de fermer les yeux, m'endormir hier soir, je me suis demandé où se trouvait à présent le tableau, celui de la petite salle d'attente. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Et vous, comment ça va ? Ce soir, c'est un épisode de Juste avant la nuit, en différé, en replay, faute de technique. Oui, ça arrive, les avaries, et une fois encore, on n'a pas été très chanceux. On va se rattraper tout au long de cette émission. Quel que soit le moment où vous l'écoutez, juste avant la nuit, vous le savez, c'est votre libre antenne, ce moment où on écoute la vie des autres en vrai. Vos récits de vie, de vive voix ou par écrit. Et comme j'ai coutume de le dire, eh bien, vous pouvez partager sur vos pages Facebook le replay, les podcasts de cette émission pour lui permettre de gagner en visibilité. Tout à l'heure, j'aurai une annonce à vous faire, une bonne nouvelle à vous partager. En attendant, vous le savez, n'hésitez pas à interagir, même si on n'est pas en direct cette fois-ci. www.johanrock.fr, vous pouvez m'envoyer un petit message sur social@johanrock.fr, sur Instagram, Instarock, ROQUS, tout attaché, ou alors, vous le savez aussi, j'aime entendre votre voix, 07 56 85 55 85, c'est le numéro du répondeur et il demeure toujours gratuit. Juste avant la nuit, ça commence maintenant. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Tahar. Bonsoir. Tahar, vous avez 41 ans, où est-ce que vous habitez actuellement ? J'habite à Paris depuis 7 ans maintenant. Quelle est votre situation de famille ? Moi, j'habite avec ma femme et mon fils qui est 12 ans. Quel métier vous exercez ? Enfin, en tous les cas, celui que vous avez le plus souvent exercé. En fait, je suis journaliste en exil ici aujourd'hui en France, mais aussi à la même temps, j'ai géré un bar dans le 9e arrondissement qui s'appelle le Dissident Club. Alors vous avez une histoire singulière, Tahar, puisque vous avez grandi au Pakistan et un jour vous avez dû fuir votre pays après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Vous allez me raconter
comment tout ça est arrivé et à quoi ressemble depuis 7 ans votre vie aujourd'hui loin de chez vous. On va commencer comme on le fait souvent dans cette émission par le début. Votre enfance, où est-ce que vous êtes né, vous précisément, au Pakistan? Oui, en fait, j'ai né en Pakistan, mais j'ai grandi en Arabie Saoudite avant du Pakistan parce que mon père, il travaille en Arabie Saoudite dans l'année 1980. Et moi, j'ai grandi en Arabie Saoudite jusque l'année 2000 et j'ai retourné à mon pays, au Pakistan, en 2000 et après j'ai fait mon étude là-bas et on va reprendre les choses dans leur ordre. Vous me dites déjà vous avez grandi en Arabie Saoudite parce que votre père travaillait là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait votre père quand vous étiez gamin? En fait, mon père, il avait un boulot avec avant, il avait un boulot avec une entreprise saoudienne qui fait c'est l'avion du Saudi et c'est Saudi Airlines. Et après, il est ouvert. Il avait ouvert un business c'est une entreprise pour le voyage, pour le pèlerinage entre Pakistan et l'Arabie Saoudite, pour le Mecque et la Médine. C'est une question que je pose souvent aux auditeurs en début d'échange, en début d'émission. Quel est, vous, le premier souvenir de votre enfance qui vous revient quand vous pensez à l'Arabie Saoudite? Il y a beaucoup de souvenirs, mais pour moi, l'Arabie Saoudite, je me souviens, c'est un pays très rigoriste, très conservatif, et je n'aime pas mon enfance là-bas parce que il y a tout le temps le contrôle religieux. Et par exemple, mon premier souvenir, c'était un jour, on est suivre par la police religieuse qui contrôlait nous pour pas aller à la mosquée pour faire la prière. Et comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'en souvient de l'Arabie Saoudite. Ce côté rigoriste de vos parents quant à la religion, aussi loin que vous vous souvenez, c'était présent à la maison ou c'est arrivé progressivement? En fait, c'était progressivement parce que moi, je me souviens très bien de mon père. Il n'est pas islamiste ou rigoriste, conservatif islamiste avant. En fait, petit à petit, il est radicalisé par la société Arabie Saoudite. Par le mosquée locaux et il est devenu plus en plus islamiste. Par exemple, je me souviens quand je suis petit, nous appelait mon père papa et après quand il est radicalisé, il est interdit ce mot parce qu'il dit papa c'est un mot occident et on n'est pas comme l'Occident, on est le musulman et on est contre l'Occident. Mais alors vous deviez l'appeler comment du coup? Et il m'a demandé pour appeler lui Baba. C'est la façon arabe avec le ba. Et ça, c'est une chose. Et après, il n'est pas du barbe et il est poussé en barbe. La barbe. La barbe, oui. Il est aussi jeté toutes les notre livres qui avec le dessin humain, par exemple tous les bandes dessinées on avait, il est jeté tout ça pour dire ça c'est pas islamique aussi. Et comme ça, il y a beaucoup de choses, petites choses qui les changé de notre vie. Quand je suis 4 ans, 5 ans, j'ai 5 ans, 4 ans, 5 ans. Mais comment vous réagissez, vous, à l'époque? Vous en souvenez de ça?
En fait, pour moi, quand pour toute l'enfant, c'est votre père, c'est quelqu'un qui, je sais pas comment on vous dit, mais quelqu'un qui vous êtes, vous regardez avec beaucoup de respect, avec beaucoup de choses qui, il est pour sûr, il est correct. Et pour moi, j'ai pas pensé c'est quelque chose faux et j'ai accepté tout ça. Vous lui faisiez confiance? Oui, bien sûr, parce que c'est mon père, mes parents et pour moi c'est mon dans mon monde c'est la personne qui est plus respectée, qui a plus confiance avec moi. Vous dites on, j'imagine que c'est les autres enfants, vos frères et sœurs. Vous étiez combien d'enfants à la maison? Oui, on est quatre en total. Moi, je suis le plus grand et après il y a deux frères et le petit sœur. Qu'est-ce qui, dans ces interdictions dictées par la religion, vous a le plus frappé au cours de votre jeunesse, rétrospectivement? Oui, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mon enfance avec le joyeuse parce que, par exemple, toute la week-end, quand le week-end il arrive, en Arabie Saoudite, c'était le jeudi, vendredi, c'était le week-end. Et quand il arrive, mon père, il m'a dit, OK, on n'est pas resté en Jeddah qui on habite, on va aller à la Mecque pour faire le pèlerinage et tout le temps, il y a les choses. Et après, par exemple, moi, un jour, mon père m'a dit, OK, l'école qui on est dans, c'est l'école régulière, l'école normale. Il dit, non, ça, c'est pas très islamique. Et il les mettait nous dans l'école islamique. Et pour couper notre lien avec le monde normal, le monde. Occidental. Ouais. À quel âge vous avez été envoyé dans une école islamique ou école coranique, hein, c'est ça, on appelle ça comme ça aussi? Oui, c'est la madrasa en fait. En arabe, on dit la madrasa ou l'école coranique. J'avais 10 ans, presque 10 ans. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans cette école? Euh, Il y a juste le Coran et il n'y a pas d'autre chose. Et aussi le Coran en arabe, la langue que je ne parle pas. En fait, quand on est musulman, il y a la chose pour apprendre le Coran par le corps et mémoriser tout. Et sans sens, sans traduction. Et c'était très difficile pour moi, mais j'ai passé comme ça pour 12 ans. Est-ce qu'il y avait de l'amour dans votre famille? Ou est-ce que la religion, petit à petit, s'est substituée à la proximité qu'il y avait entre votre père et votre mère et vous? Euh, pour moi, c'était difficile parce que mes parents, il m'a dit la religion, c'est un chemin pour nous, pour toute notre famille, pour échapper l'enfer, pour aller à la paradis et pour un bien vie après notre mort. Et pour nous, ça, c'est l'explication qui mes parents m'ont donnée. Vous aviez une passion, vous, quand vous étiez gamin, 7, 8 ans. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, en dehors de l'école, pour vous aérer la tête, comme on dit? Ouais, j'ai joué un peu de foot, mais pour le week-end, j'ai joué le foot avec mes amis dans la rue, en Arabie Saoudite, en Jeddah. Mais comme j'ai expliqué avant, après quelques années, quand je suis un peu grand, quand je suis 10 ans, 12 ans, mes parents, il interdit ça. Mon père, il dit, OK, pour le week-end, on est allé à la Mecque, on fait le pèlerinage et c'est le jour comme ça, tout ça, c'est les affaires du monde et on n'est pas besoin de faire ça parce que ça, c'est pas le vrai musulman pas fait ça. Comment vous le viviez, ces moments-là, ces week-ends passés à la Mecque? Pour moi, c'était un peu bizarre, mais parce que moi, je suis comme en enfance, c'est quelqu'un
qui grandit, qui cherchait pour de nouvelles choses, pour chercher quelque chose de différent. Mais tout le temps, on fait la même chose, même week-end, tous les week-ends. Et ça, c'est m'a un peu ennuyé. Et un peu, on est comme le trans. On est notre tête comme le zombie. On est juste suivre. On fait ça comme ambulation cet bâtiment noir et on est pris. C'était un peu bizarre pour moi tout. Vos parents, quand vous étiez gamin, avaient des ambitions pour vous. Plus tard, qu'est-ce qu'ils imaginaient pour leur fils? Oui, mes parents, mon père, il m'a dit quand j'ai fini mon étude, j'ai revenu en Arabie Saoudite pour travailler ensemble avec son entreprise de le pèlerinage. Donc c'est ça qu'ils voulaient, que vous soyez à ses côtés, finalement, comme beaucoup de parents veulent que leur fils reprenne l'entreprise familiale ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, le commerce et après pour aider lui pour l'entreprise de pèlerinage. Et vous l'imaginiez comment? Est-ce que vous aviez des aspirations, des envies quand vous étiez enfant pour la suite de votre vie? Quand j'étais enfant, j'ai pas beaucoup de choix parce que je suis dépendant en mon père pour le financement tout ça. Mais après petit à petit, quand je suis allé à l'université, c'est cet moment-là j'ai décidé ok, pour moi ça c'est pas je n'ai pas besoin de choisir le même schéma que mon père décidait pour moi. Il y avait des engueulades où des fois le ton montait à la maison, justement, de par ces lois ces lois religieuses qui dictaient la vie de la famille. Oui, bien sûr. Dans ma famille, ça c'est la chose. Il y a je me souviens toutes les fois quand il y a un problème, ou quand il y a un dispute, ou quand il y a une nouvelle chose, mon père, il dit, OK, je vais demander avec le cheikh dans la mosquée, comment on gérait ça. Et il a demandé toutes les choses pour son vie, pour notre vie, pour comment gérer la vie avec le cheikh dans la mosquée, avec l'imam. Donc le cher, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un prêtre dans la religion catholique. Bon, l'équivalence vaut ce qu'elle vaut, mais oui. C'est comme l'imam, Ouais. en fait. C'est comme l'imam, comme la personne qui gérait la mosquée, qui est cheikh. Jamais vous ne vous êtes rebellé, enfant. Jamais vous avez dit non, mais moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai plutôt envie d'aller faire du football plutôt que d'aller à la Mecque ce week-end. Oui, quelquefois oui, mais moi, il y a aussi la peur de votre parent et aussi il donnait nous la peur de le Dieu. Si on n'est pas fait ça, il y a l'enfer qui attendre. Si on n'a pas fait le prix, on n'a pas fait le primage, si on n'est pas très correctement comme l'islam demandait nous. Il y a le punissement, je pense c'est le même mot en français, le Oui, puni. la punition. Ouais. Ouais. Oui, punition. Et pour nous, c'est tout le temps, c'est la peur qui existe dans notre tête. Dans mon tête, il y a la peur qui existe et j'ai grandi avec cette peur. Mais quand même, parce que quand vous êtes un enfant, il y a tout le temps, vous faites un peu de bêtises et tout ça. Par exemple, une fois, comme j'ai expliqué avant, je me souviens, on n'est pas allé à la mosquée pour faire le prix et pour jouer le foot et avec mes amis. Et cette époque-là, ces jours-là, il y a la police religieuse qui suit nous, qui a arrêté un autre ami et qui après torturé notre ami aussi. Et ça, qu'on soit adulte ou enfant. On est mineur, on est 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Vous n'avez jamais été arrêté, vous, par la police islamique? Pas moi, j'ai échappé une fois, mais
plusieurs fois. Donc, on est petit, on vu la police partout, la police religieuse partout en Arabie Saoudite à l'époque. Vous avez raconté qu'enfant, lorsque vous avez entendu parler pour la première fois de Ben Laden, le mot héros était apposé à son nom. C'était dans quel contexte et qui disait que Ben Laden était un héros dans votre entourage? En fait, c'était 1980, 85 ou 8. C'était en Arabie Saoudite, il y a la guerre la première guerre le Golfe, La guerre du Golfe, oui. Oui, avec le Irak et contre le Saddam et tout ça. Et avant tout ça, il y a mon oncle qui habite en Pakistan, qui est associé avec un groupe qui s'appelle Lashkar-e-Taiba. Et le Lashkar-e-Taiba, il est soutien par le Bin Laden. Et dans mon famille, j'ai entendu ça. Le Bin Laden, il est un grand investisseur. Il est soutient le djihadiste en Pakistan. Il est soutient le djihad en Afghanistan, en Cachemire, et il est un très bon personne parce qu'il est soutient tout ça contre le Russe, contre le Soviet, et dans toute cette période, Bin Laden c'était un héros pour le musulman qui fait le djihad, qui donnait son argent parce qu'il est très riche. En Arabie Saoudite, la famille Bin Laden, elle est très riche avec beaucoup de l'argent qui il est dépensé pour la cause du djihad. Vous aviez quel âge, vous, quand les attentats du 11 septembre ont eu lieu? J'étais 16 ans, 17 ans. Vous vous rappelez de ce que vous faisiez ce jour-là quand vous avez découvert et de quelle manière vous avez découvert ce qui s'est passé à New York? Ah oui, on est en Pakistan, on est déjà retourné au Pakistan en 2000 et moi je me souviens j'ai vu ça sur la télé, on est ensemble et on a regardé l'attentat du 11 septembre sur la télévision. Vous dites 11, c'est-à-dire qu'il y avait vos parents autour de vous ce jour-là? C'était mon mère, elle est là ce jour-là. Comment a-t-elle réagi, elle, face à cette actualité? Ma mère, elle n'est pas très politique. Elle est pas très, il n'est pas comme mon père. Et c'est mon père qui expliquait toutes les choses pour Mais nous. alors, qu'est-ce qu'il expliquait justement votre père suite aux attentats du 11 septembre? Mon père, il n'est pas dit quelque chose parce il est habité en Arabie Saoudite, mais c'était mon oncle qui m'a expliqué tout ça, qui m'a dit, oui, c'est le 11 septembre, il est un peu il y a un peu de célébration, il y a un peu de joyeuse. Il dit, ah oui, ça c'est bien, le Moudjahidine fait ça, et c'était très bien, et comme ça, c'était un moment, une occasion pour célébrer. Depuis le début de cet échange, Taha, vous me parlez de votre enfance et puis de cette éducation, ce rigorisme religieux auquel vous avez été soumis, notamment à cause de votre père, et toutes ces interdictions qui se sont fait jour petit à petit durant votre enfance. Vous pensez que de manière générale, votre père a été quelqu'un d'influençable ? Je vous dis ça parce que vous me dites au début de votre enfance, cette éducation religieuse et rigoriste n'était pas de mise et que c'est arrivé progressivement. C'est que donc c'est arrivé par d'autres voies que l'éducation de votre père. Oui, quand je comprends, moi, mes parents, mon père, quand il est jeune, il n'est pas très islamiste, il est pas très radical, il est musulman, mais pas très pratiquant. Qu'est-ce qui fait alors qu'à un moment donné, il a pris ce chemin-là, vous pensez? Dans mon analyse, dans mon avis, en fait, quand il arrive en Arabie Saoudite, il est un peu pauvre, il n'a pas beaucoup de l'argent, il est arrivé pour chercher un boulot, pour chercher un travail, et il est réussi de chercher un travail, et l'argent, il arrive dans notre famille, notre famille, le classe de notre famille, dans la classe économique
je change un peu, on est monté un peu, on est un peu de l'argent. Et quand l'argent elle arrive, je pense mon père pensait, ok, on est de l'argent, pourquoi on est de l'argent? Et c'est ce moment-là, il est pensé peut-être c'est le Dieu qui donnait nous le cadeau, qui donnait le blessé, comment on dit, La euh, récompense. la récompense, oui, c'est ça. Et peut-être il est mettait un lien avec l'argent, avec le boulot il est trouvé en Arabie Saoudite. Et il pensait, oui, tout ça, c'est le Dieu qui fait, parce qu'on est dans la terre de la Mohammed, on est la terre qui est gérée qu'il y a la Mecque, qu'il y a la Médine, qu'il a ancien, gère la terre de l'islam. Et je pense que c'est pour ça, il pensait, il est reçu tout ça et il donne quelque chose et comment il donne, comment il est donné le remerciement et avec son engagement avec l'islam. Vous me dites que vous êtes allé à la faculté, donc vous êtes sorti de cette école coranique, vous avez pu étudier. Vos parents vous ont encouragé, ou alors il y a eu une volte-face de leur part, ou alors vraiment il a fallu que vous vous obstiniez pour avoir un cursus classique, entre guillemets? En fait, c'était après 12 ans dans, Coran, L'école coranique, ouais. l'école coranique. Mon père, il avait un ami qui conseillait lui pour expliquer, ok, mais si votre enfant il fait juste le Coran, l'école coranique, ça c'est pas bien pour aujourd'hui, ça c'est pas bien pour le monde, ça c'est Il va pas pas bien trouver pour de le métier, travail. il n'aura pas une bonne situation, Oui, etc., etc. Donc ça c'est venu d'un membre de la famille qui a essayé un peu, entre guillemets, de raisonner vos parents. oui, c'est ça en fait. Et mon père, il dit, ok, on va continuer d'apprendre le Coran, mais avec un privé, avec un prof privé. Un Et on répétiteur. est arrêté, oui, qui visitait chez nous et qui donnait nous le cours de Coran privé, mais pas à l'école coranique. Et il mettait nous dans l'école régulière une autre fois. À partir de quel moment, vous, Taha, vous avez commencé à prendre des distances sur cet enseignement religieux rigoriste? À quel moment vous avez commencé à remettre en question tout ce qui vous était enseigné depuis votre enfance? Peut-être c'était pour moi c'était la période dans l'université quand j'ai commencé mon université au Pakistan. Et c'était une histoire d'un mort qui m'a mis en distance avec la religion parce que j'ai tombé dans un mort avec un fils chiite, un femme chiite. C'est-à-dire, je Et comprends moi, pas. C'était quoi? Expliquez-moi un peu plus oui, précisément. oui, dans l'islam, il y a deux différents sectes, il y a deux différents écoles de l'islam. Deux Il y a écoles, le ouais. sunnite. Sunnite. Il y a le sunnite et il y a le chiite. Hmm. Et dans le sunnite et chiite, il n'y a pas de la relation. Il y a pas on n'est pas ensemble. Il y a beaucoup de divisions. Mais moi, dans mon classe, dans mon université, il y a un fille chiite qui j'ai tombé amoureuse et qui m'en amour. Mais on n'est pas le droit Il n'y avait pas de rester mixité. ensemble. Il n'y avait pas de mixité. On peut... Oui, ouais. oui, pour pas rester ensemble et ça c'est m'a vraiment énervé, c'est m'a vraiment mettait en question dans mon tête la religion, pourquoi il est divisé nous, pourquoi il est fait quelque chose comme ça.
pourquoi il n'est pas unité, nous. Et ça, c'est la première fois que j'ai commencé de questionner l'islam. Donc c'est en tombant amoureux de cette femme que vous avez dit, mais c'est pas normal que la religion cherche à nous séparer et m'interdise de m'approcher, de la voir et de vivre ma vie avec elle, par exemple, si elle le souhaite et si je le souhaite. Oui, moi je souhaitais pour passer ma vie avec elle, mais son parent et mes parents, c'est très très interdit. Interdisent avec le chiite. Mes parents, ils disent le chiite, c'est pas musulman, c'est infidèle et tout ça, c'est pas possible. Mais alors vous êtes allé contre l'avis de vos parents cette fois-là, ou alors vous avez dû faire une croix sur cette jeune femme à l'époque? Non, on est continué, mais on cachait. On a continué la relation jusqu'à la fin de notre université. Et après, il est disparu. Mais ça veut dire quoi en cachette? Ça veut dire que comment vous faisiez pour communiquer, la voir ou lui faire passer des messages? Comment ça se passait concrètement? En fait, en Pakistan, il y a déjà la mixité avec le femme et le homme, c'est pas possible. Et en plus de ça, j'avais un femme qui est chiite, qui pas sunnite, comme moi. Et ça, c'est un double danger. Et en fait, on est caché tout le temps. On n'est pas visible en public. C'est une relation très très secrète. Mais donc vous vous retrouviez où, par exemple, pour vous voir tous les deux? On est dans la même école, mais on est quelquefois, quand mes parents ils n'est pas là, on est chez nous, on allait chez nous. Je comprends. Ou aussi, par exemple, dans le public, mais il y a beaucoup de problèmes dans le public. Il y a la police ou la société qui contrôlait tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas juste le problème de la chiite et sunnite, c'est le problème de mixité entre la femme et l'homme aussi. Vous dites qu'elle a disparu soudainement, c'est-à-dire? Parce qu'à la fin de notre université, le femme, il m'a dit, en fait, c'est pas possible pour nous pour continuer tout ça, et c'est mieux de juste pour couper la relation, et elle est coupé la relation, et il est bloqué, il a changé son numéro et tout ça, et j'ai pas de nouvelles après ça, après l'université. Vous en avez souffert durablement de cette disparition, de cette rupture avec cette jeune femme, ce premier grand amour, j'ai l'impression? Oui, j'ai souffert beaucoup, mais ça m'a donné une autre raison pour questionner notre chemin de notre vie et pour questionner tout. De ce que vous me dites depuis le début, j'imagine que lorsque vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez devenir journaliste, ça n'a pas dû très bien se passer. Oui, non, en fait, c'était mon université, c'est ce moment-là aussi que j'ai décidé pour aller à le chemin du journalisme. Et en fait, mon diplôme, c'est dans le commerce. Mais c'était ce moment-là, il y a un chaîne un chaîne Occident en fait qui fait l'actualité pour la finance, pour une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision. Oui, une chaîne de télévision. D'accord, oui. Basée au Pakistan. Oui, basé au Pakistan, et il m'a offert une opportunité pour faire l'actualité pour le business. Mais ça, n'importe quel parent, enfin ici en France, sauterait au plafond, enfin en principe, à l'idée que son fils ou sa fille passe à la télévision. Comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit « Papa, maman, je vais faire de la télé face caméra » ? C'était Baba, c'est pas Papa. C'était Baba, pardonnez-moi, oui.
Non, quand j'ai demandé avec quand j'ai donné cette nouvelle à mon père et à mon mère, à mes parents, que j'ai dit oui, j'ai une opportunité pour travailler avec une chaîne de télévision qui s'appelle CNBC, qui est chaîne de finance, chaîne de commerce. Et mon père, il m'a dit, mais ça, c'est pas possible. En chaîne télévision, première chose, ça c'est interdit. Et en chaîne télévision américaine, parce que CNBC, américain, oui. c'est plus, c'est la honte pour mon père. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Si vous travaillez avec cette chaîne de télévision, vous ne pas rester chez nous. Et ça, il est interdit ça. Il m'a dit ça, c'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé? Vous êtes parti de chez vous suite à cet engagement? Moi, j'ai pensé, j'étais très, ce moment-là, j'étais déjà très triste avec avec le fille qui disparu, et moi j'ai questionné tout et j'ai dit non. Pour moi, j'ai choisi cette chemin. J'ai accepté l'opportunité dans cette chaîne de télévision, et j'ai commencé de travailler avec le média occident américain. comme un journaliste. Oui, oui. Ce qui veut dire que la rupture avec vos parents a été consommée définitivement à partir de là? Pas encore, parce que après quelques semaines, mes parents, il est appris, moi j'ai continué de travailler avec cette chaîne, et mon père il est un peu énervé, il est en colère, mais mon mère il est expliqué, il est fait un peu de compromis entre nous. Elle était la médiatrice dit, okay. Au sein de la famille, elle essayait d'intercéder en votre faveur. Ouais. Est-ce que cette mise à distance de l'éducation rigoriste que vous avez subi ou suivi pendant toutes ces années d'enfance, ça a été la même chose chez vos frères, ou est-ce que eux sont restés dans le rang? Mon frère, mon petit frère Mustapha, mon frère après moi, mon frère après moi, il habite en Arabie Saoudite en fait, et il est choisi le chemin qui notre parent choisit pour lui. Vous m'avez raconté votre enfance entre Arabie Saoudite et Pakistan, cette éducation rigoriste menée par votre père, et puis un jour ce désir de devenir journaliste. Vous l'êtes devenu d'abord en présentant l'actualité sur une chaîne au Pakistan, chaîne américaine, CNBC, et puis vous êtes devenu correspondant, reporter sur le terrain. Quels sont les événements que vous avez couverts qui vous ont le plus marqué rétrospectivement? Pour moi, c'est le attentat de terrorisme. Ça, c'est quelque chose je ne comprends pas pourquoi le terroriste, il est tué le islamiste. Parce qu'il est djihadiste islamiste qui contre Pakistan, qui avec Pakistan et qui contre Pakistan, et on ne comprend pas pourquoi. Je me souviens, mon premier attentat qui j'ai reporté, qui j'ai fait le reportage. Ouais. Qui j'ai suivi dans la Terre, c'était en 2007. Je me souviens la date exacte. C'était 18 octobre 2007. Et ce jour-là, il y a notre ancien ministre, le Premier ministre, Benazir Bhutto. Benazir Bhutto qui était en exil jusqu'en 2007 jour-là. Il revient au Pakistan. Il est revenu au Pakistan en 18 octobre 2007. Et quand il arrive en l'aéroport au Karachi, il y a un grand attentat de la terroriste et il y a plus de 150 morts. Et moi, j'ai suivi ça.
Et pour moi, ça s'est marqué un peu bizarre pour moi parce que je dis, OK, pourquoi? Parce que le Benazir Bhutto, il est accusé, le militaire, pour faire ça. Et moi, j'ai dit, OK, pourquoi cette politicien accusé le militaire pour faire un attentat islamiste? Et ça, c'est ce moment-là, j'ai dit, OK, j'ai beaucoup de questions et j'ai enquêté toutes cette question. Est-ce que fort de ce que vous avez constaté donc en couvrant cet attentat terroriste, ça a remis beaucoup de choses en question? Est-ce que ça vous a mis en colère justement contre l'éducation que vous aviez suivie plus jeune par vos parents? Moi, je suis un peu confondue. Je suis un peu, je comprends pas en fait. Parce que toute ma vie, il y a aussi le message dans l'islam, l'islam, c'est la religion de paix, la religion il est pas violent. Mais à la même temps, il y a le djihadiste contre l'Occident, contre le Soviet et tout ça. Il y a tout le temps, en anglais, on dit la dissonance cognitive. Je sais pas, c'est le même mot en français, Oui, oui. mais il y a deux différents croyances dans notre tête. Islam, c'est une religion de paix, et aussi islam, c'est la religion de violence. Je sais pas pourquoi il y a deux différentes interprétations et ça me confonde beaucoup. Avant d'être la cible d'une tentative d'assassinat, où est-ce que vous en étiez de votre vie? Est-ce que vous avez rencontré une autre femme? Est-ce que vous avez fondé une famille, visiblement? Est-ce que cette famille que vous avez aujourd'hui, elle existait déjà avant que n'arrive l'attentat? Avant la tentative d'assassinat, pardon? Oui, moi, j'ai trouvé ma femme dans le média, dans le monde du journalisme. En fait, il est journaliste aussi, il est photojournaliste. Et ça, oui, ça, après la première mort, j'ai continué ma vie et j'ai tombé en mort une autre fois avec mon nouveau femme qui est avec moi aujourd'hui ici en France aussi. Et on est restés ensemble, oui. Avant que vous soyez la cible de cette tentative d'assassinat, est-ce que vous pouviez imaginer, craindre que ça risquait d'arriver un jour ou l'autre? Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Parce qu'en Pakistan, la liberté de presse n'existe pas et il y a beaucoup de menaces. Et il y a beaucoup de journalistes avant de moi aussi qui ont vécu un même attentat comme moi. Je connais un journaliste qui tuait, qui est mort dans 2011, qui s'appelle Salim Shehzad. Il y a beaucoup d'autres journalistes qui ont vécu un attentat comme ça. Et aussi moi, directement, tout le temps avant de cet attentat en 2018, j'ai reçu beaucoup de menaces par le militaire. Et aussi le conseil avec mes amis journalistes qui m'a dit, OK, mais arrête Taha, pour pas faire ça, pour pas parler comme ça avec librement, fais attention, ça c'est pas bon pour votre vie, ça c'est pas bon. Et alors comment vous réagissiez face à ces conseils de bon sens, on pourrait dire? Est-ce que vous avez dit à un moment donné, oui, ils ont raison, peut-être que je me préserve, ou alors aucunement, pour vous, la fin justifiait les moyens, cette volonté d'informer, pour vous surpasser tout le reste? Non, pour moi, tout le temps, j'ai répondu avec une chose. J'ai dit, en fait, j'ai juste fait mon travail. Le journalisme, le reportage, tout ça, c'est mon travail. Oui, mais vous étiez prêt à mourir pour ça, pour ce travail? Moi, tout le temps, j'ai dit, OK, pas questionner moi pour ça, questionner la personne qui donnait nous la menace. Pourquoi il donnait nous la menace? Pourquoi l'État arrêtait nous? C'est l'État qui ont posé la question, pas nous. Et pour moi, ça c'est simple. Le journalisme, c'est un métier qui est nécessaire pour la société, c'est nécessaire pour améliorer la société. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres choses. Donc vous étiez prêt à perdre votre vie
pour l'éthique du journaliste et votre mission d'informer. Oui, pour moi, c'est mon mission pour informer, pour améliorer la société, pour informer les gens, pour informer le public, pour prendre le bien chose dans son vie, pour améliorer la démocratie, pour améliorer tout. Donc vous m'avez dit que c'était possiblement prévisible. Vous n'avez jamais eu peur avant que ça arrive? Non, la peur, ça existe toujours, mais moi, peut-être moi, quand j'ai grandi avec beaucoup de peur, avec l'islam, avec tout ça, peut-être dans ma tête, j'ai pas encore, j'ai pas la peur, c'est disparu, peut-être, je sais pas, mais pour moi, c'est quand beaucoup de personnes m'ont dit, mais oui, Taha, mais fais attention. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait attention? Parce que j'ai pas fait quelque chose de faux. J'ai fait toutes les choses que j'ai fait, ça c'est vrai, ça c'est correct. Et si je n'ai pas fait quelque chose de faux, pourquoi j'ai peur? Cette tentative d'assassinat, elle a eu lieu en quelle année? C'est 2018. Dans quel contexte c'est arrivé? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire au moment où ça vous est tombé dessus? En fait, c'était 10 janvier 2018 et ce jour-là, j'avais prendre un avion pour un boulot, pour aller pour quelques jours pour un boulot d'ailleurs. Et j'étais dans un taxi, comme un Uber, j'étais dans un taxi et mon taxi il est arrêté par force dans la roue. Et il y a quelques personnes qui sortaient il y a une voiture qui a arrêté mon taxi. Et la personne qui sortit dans cette voiture, il est armé et il est avec les armes et il m'a dit vous êtes Taha et je dis oui et après j'ai compris en fait il y a en Pakistan moi j'ai déjà fait le reportage pour ce sujet qui s'appelle le sujet de le disparu par force par l'État et il y a presque 10 000 personnes qui disparurent en Pakistan, qui dans la prison secret et jamais revient. Et moi, ce jour-là, quand le personne m'a dit, OK, Taha, vous êtes Taha et venez avec nous. Et j'ai compris, c'est un enlèvement et après peut-être un assassinat parce que. Mais commandité par l'État, c'est ça? Oui, mais l'État, mais le service secret. Le service secret. L'État directement, il n'est pas dans l'uniforme, il est service secret qui opérait comme ça. Vous comprenez donc très vite ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Oui, je comprends très vite et je dis OK, si il est réussi de enlever moi, j'ai jamais reviens. C'est fini pour moi et c'est pour ça que j'ai commencé un peu de bataille. J'ai dit non, j'ai pas allé avec vous mais après parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ils sont armés, ils sont plusieurs et vous êtes seul. Oui, ouais. Oui, moi je suis seul et sans armes. Il est forcément. Ouais. Il m'a forcé pour mettre moi dans la voiture, mais heureusement il n'est pas metté quelqu'un à côté de moi à droite et il y a quelqu'un à gauche et dans la voiture. La personne dans la voiture à la derrière. Et j'ai vu à ce moment-là, la porte de la voiture, il n'est pas loquée et la voiture, il a commencé de rouler et j'ai pensé jeter mon main. Je sais pas. La porte n'était pas verrouillée de l'intérieur, c'est ça? Le loquet n'était pas actionné, oui. Ce qui fait qu'en ouvrant la portière, vous pouviez sortir, même si la voiture avait démarré. Oui, j'ai ouvert la porte et je sais pas comment on dit jump.
en français, Vous avez sauté. Vous avez sauté j'ai sauté, oui, j'ai en pleine sauté, marche. Ouais. j'ai sauté et j'ai fait le cours. J'ai courir rapidement l'autre sens de la direction de Mais eux, qu'ont-ils fait? Ils ont essayé de ils ont arrêté la voiture, j'imagine. Ils ont essayé de vous rattraper ou la voiture a continué de rouler? Non, moi, j'ai pas regardé à la derrière. Ça, j'imagine bien. Donc, oui, j'ai juste courir et après, j'ai couru et j'ai réussi d'échapper de cet attentat. C'est une chance inespérée ce jour-là pour vous. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, mais je suis beaucoup de trauma. J'ai traumatisé avec cet événement. Et ça fait 7 ans maintenant, mais quelquefois, aujourd'hui aussi, j'ai toujours le cauchemar quand j'ai dormi. J'ai le cauchemar. Je suis dans cette voiture. Vous revenez dans la voiture. Ouais. Oui, oui, mais j'ai aussi fait, maintenant ça fait plusieurs des années que j'ai fait la thérapie pour le trauma. J'ai fait la thérapie psychologue. Faut une présence d'esprit assez dingue pour être dans cette voiture avec des gens armés et puis voir que la portière peut s'ouvrir. Enfin, c'est l'instinct de survie qui joue dans ces moments-là, non? Parce qu'on ne réfléchit pas, j'imagine. Oui, mais moi, j'étais beaucoup de sens, j'étais beaucoup de la présence de mon tête. Dans ma tête, en fait, mon psychologue m'a dit ça. Il m'a dit, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous avez trois choses. Si vous restez rien faire, si vous bataillez ou si vous fuyez. Et mon tête pensait, OK, et c'est le fuir, c'est la chose qui c'est nécessaire pour fuir, Et c'était automatique, en fait. J'ai pas pensé beaucoup. J'ai juste dit, OK, il y a la porte qui pas verrouillée, qui pas loquée. Et c'est mon dernière chance pour échapper, et j'ai sauté. Comme ça. J'ai pas pensé beaucoup à ce moment-là. Si vous n'aviez pas ouvert cette porte, cette voiture, comme vous dites, vous aurait amené quelque part et il y a de grandes chances, de grands risques pour que jamais vous ne soyez revenu. Oui, oui, oui. Il y a 10 000 personnes qui disparaissent en Pakistan aujourd'hui, journalistes, militants politiques et beaucoup de personnes qui pas censuré, qui parlait librement, qui fait la lutte librement, qui disparaît par le militaire. Il y a une présence secrète partout en Pakistan qui est gérée par le militaire et il y a les personnes là-bas, mais je sais pas, il est vivant ou non, il est vivant ou non. S'il est mort, on ne connaît pas, on n'a pas de nouvelles. Vous êtes dit, s'ils sont venus me chercher une première fois, j'en ai réchappé, possiblement ils reviendront une seconde fois. C'est ça qui vous a très rapidement conduit à vouloir fuir le pays? Oui, oui. En fait, après mon attentat, le gouvernement pakistanais, c'est un peu bizarre, mais le gouvernement pakistanais, parce que le militaire, c'est l'État séparé du État pakistanais, c'est un État entièrement. Mais le gouvernement pakistanais m'a dit, Taha, on fait attention parce que la deuxième fois, si le service secret il revient, il est pas enlevé, il est directement tué. Et ça, c'est parce que moi, j'ai pas arrêté de parler après mon attentat, j'ai pas censuré mon parole. C'est-à-dire que vous l'avez dit dans le cadre de votre travail, vous avez une parole libre, écrit, raconté, documenté. Oui, c'est ça. En fait, après cet attentat, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont contacté pour demander qu'est-ce qui se passe, qui vous êtes accusé. Et j'ai accusé les militaires, j'ai accusé le service secret et j'ai fait aussi un porte-plainte contre le militaire dans la police, la station, dans la préfecture et tout ça. Et je suis un peu énervé. Et j'ai dit OK, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas juste. Et beaucoup de mes amis, ma famille, le gouvernement,
tout m'a dit, OK, mais arrête, c'est la deuxième fois, il ne pas, viennent comme ça, il pas directement tuer. Et ce moment-là, j'ai décidé, OK, si j'ai pas c'est ma vie en danger, maintenant, vraiment en danger, je connais, et maintenant, j'ai déjà vécu une attentat. Pour la deuxième fois, Je vais pas risquer ma vie. Ouais. Oui, je vais pas risquer ma vie une autre fois. Et j'ai décidé de quitter Pakistan et j'ai commencé de contacter toutes mes amies dans l'Occident, dans France, dans les États-Unis, Angleterre, et mes amis en France qui réagit rapidement pour exfiltrer moi au Pakistan. Vous étiez déjà venu en France avant de fuir votre pays? J'ai pas visité France, non, j'ai pas visité France, mais j'ai un lien avec France parce que je travaille avec Médias Français. D'accord. Comment se sont passées les premières semaines, les premiers mois, loin du Pakistan, arrivé à Paris? Ah oui, c'était un moment difficile en fait. Parce que quand j'arrive ici, je ne sais pas qu'est-ce que nous faire avec ma femme et mon fils. On est ici sans travail, sans maison, sans famille, sans les amis. Mais quand même, il y a quelques amis parce que le journaliste français qui je connais avant, qui j'ai travaillé avant en Pakistan, et il m'a aidé beaucoup. Mais j'ai un peu perdu, j'ai pensé, j'ai beaucoup de fois, j'ai douté moi, j'ai pensé, ok, c'est pas une bonne décision que j'ai fait. Parce que l'exil, il est un peu, il est difficile, il est dur, l'exil. Je vous ai pas posé la question, mais comment a réagi votre père? A-t-il seulement été au courant de la tentative d'assassinat dont vous avez été la victime? Oui, je me souviens ça, mais c'était quand après l'attentat, mon père, il m'a appelé et il m'a dit, il est bizarre, hein, mais il m'a dit, oui, l'attentat, ça se passe parce que vous pas fait vous faites la distance avec la religion, vous n'êtes pas bon musulman et c'est pour ça le Dieu, il est puni vous. Vous iriez jusqu'à dire que votre père a pensé que c'était juste? Peut-être, il m'a dit, en fait, il m'a dit, on est tout le temps, comme j'ai raconté avant, il m'a dit, on est tout le temps dit, quitter le journalisme, ça c'est pas un bon métier, quitter la chaîne de télévision, ça c'est pas islamique, et vous êtes aussi pas beaucoup, vous pas prier, vous pas un bon musulman. Et peut-être il pensait ça, c'est juste parce que pour lui, c'est plus important, c'est Dieu. Si on se parle ce soir, c'est parce qu'il y a quelques semaines de cela, à Paris, un jour je me suis retrouvé dans un club de jazz qui s'appelle The Dissident Club, et ce club-là, c'est le vôtre. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez, vous, journaliste, un jour décidé de monter un bar, un lieu où on joue de la musique, alors que ce n'est pas votre métier au départ? Oui, en fait, quand j'ai arrivé ici en France, j'ai obtenu mon statut de réfugié politique. Et après ça, j'ai commencé de mon cherche pour un boulot, pour un travail. Et à ce moment-là, j'ai pensé, OK, j'ai continué mon métier de journalisme, mais avec le statut de réfugié, j'ai pas beaucoup de sens de protection, j'ai pas beaucoup de sens de protéger, parce que je suis réfugié politique, je suis un peu j'ai pensé, je ne suis pas comme un citoyen normal. Et j'ai pensé, OK, je vais pas continuer mon métier de journalisme parce que moi, j'ai le sens, le journalisme, c'est un peu
il est un peu dangereux, il est un peu risqué parce que j'ai déjà vivre tout ça en Pakistan. Et j'ai pensé, OK, j'ai pas continué le journalisme, mais quelque chose un peu différent du journalisme, mais quand même quelque chose qui donnait-moi la chance, donnait-moi l'opportunité, l'occasion pour rencontrer les gens, pour rencontrer différents gens. Et moi, j'ai pensé, ça c'est vrai, il y a le Dissident Club qui vous parlait avant, c'est dans votre question qui vous dit c'est un club de jazz, mais aussi c'est pas juste que le club de jazz. En fait, quand j'ai commencé le Dissident Club, c'est un lieu pour mettre ensemble toutes les personnes comme exilées comme moi, le dissident en exil. Et j'ai fait les activités intellectuelles avec le dissident en exil, le journaliste, le militant politique ou le musicien aussi, l'artiste en exil et tout ça, pour, pour créer un lieu qui donnait nous un espace pour exprimer notre travail, notre métier, notre sujet comme Pakistan, les libertés d'expression et tout ça. Et ça fait 5 ans que j'ai géré le Dissident Club et j'ai fait beaucoup d'événements intellectuels comme le débat, comme aussi la projection documentaire avec le journaliste, l'exposition artistique avec l'artiste en exil, tout le temps avec avec le cible de le dissident, avec avec le dissident en exil comme moi. La Mais liberté aussi, et l'expression, la liberté d'expression oui, avant avec tout. la liberté, Ouais. avec l'expression. Et aussi, en fait, ça fait quelques années, ça fait 12 ans, 3 ans, que j'ai introduit la musique, et la musique spécifiquement le jazz, parce que pour moi, le jazz aussi a une histoire de dissident. En C'est une fait, musique que quand... vous n'avez pas pu écouter, alors, gamin, le jazz, j'imagine. Si? Non, non, jamais. En Pakistan, il y a un peu de musique, mais différent, mais il n'y a pas de jazz. Mais j'ai trouvé le jazz quand j'arrive ici en France, en fait. À ce jour, depuis 7 ans, j'imagine que jamais vous n'êtes retourné au Pakistan. Non, en fait, j'ai pensé de retourner au Pakistan un jour, mais quand dans mon début d'année ici en France, en 2018, en 2019, presque 2019, il y a l'autorité française m'a contacté, qui m'a dit, il y a une liste noire et mon nom sur cette liste qui existait en Pakistan et qui communiquait par l'État pakistanais et mon nom dans la liste noire. Et si je reviens en Pakistan, c'est sûr il y a la menace de mort pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé pour jamais revenir. Vous avez le mal du pays, parfois. De quoi? Vous avez le mal du pays, parfois. Mal du pays, c'est quoi? Le Je mal du comprends pays, pas. c'est quand on est loin des siens, loin de la terre qui vous a vu naître, eh ben on a le cœur serré à l'idée de ne pas pouvoir y être. Euh, pour moi, le Pakistan, c'est mon pays, hein. Je ne choisis pas. Moi, j'ai né là, j'ai grandi là, mes parents, ils sont là, ma famille, mes amis, mon école, première école et tout ça. Et il est tout le temps le lien qui existe. Mais avec les 7 ans d'exil, j'ai compris aujourd'hui, Pakistan, c'est pas un pays bon. C'est pas un pays vraiment juste. Et c'est un pays très compliqué et pays qui pas accepté personne comme moi. Si un pays comme Pakistan, qui est mon pays quand même, mais qui n'accepte pas moi, pourquoi j'ai accepté Pakistan? Je comprends. Vos parents, il nous arrive de leur parler au téléphone ou vraiment là c'est silence radio depuis toutes ces années?
Avec mon père, j'ai coupé la connexion avec mon père, ça fait quelques années. Mais avec ma mère, il est un peu changé avec mon exil. Il est devenu de comprendre ma vie. Il est devenu accepter moi comme moi. Et moi, aujourd'hui, j'ai un lien, une relation plus forte avec ma mère. Vous diriez que, Vraiment. comme vous, enfant et adolescent, votre mère a subi la voie dans laquelle est parti votre père. Elle en a souffert, elle en souffre encore. Oui, je pense oui, mais il y a en Pakistan le femme, il n'est pas beaucoup de choix et un femme comme ma mère qui pas travaille, qui pas éduqué beaucoup, qui juste comme il est comme un maire de chez nous, il est juste reste chez nous et il n'est pas beaucoup de chance. Vous me disiez tout à l'heure que c'est un de vos oncles qui avait convaincu vos parents de vous sortir de l'école coranique et finalement de suivre une éducation classique. Si cet oncle n'était pas là, n'avait pas été là, vous pensez que vous auriez suivi la voie tracée par votre père et que jamais vous n'auriez remis en question tout ce que vous avez remis en question par la suite? Oui, bien sûr. Moi, j'ai pensé beaucoup de fois si j'ai continué l'école islamique ou l'école coranique, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai un autre exemple. Je connais beaucoup de personnes qui continuaient cette éducation islamique et qui aujourd'hui il y a différentes vies. Il y a imam dans la mosquée. Mais dans ma vie, il y a beaucoup il y a beaucoup de moments avec deux différents schémas. Et si je choisis ce chemin, il y a différentes vies. Et si je choisis le chemin que j'ai choisi actuellement, j'ai arrivé à la vie actuelle aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je précise, Ta, que vous avez raconté tout ce que vous venez d'évoquer ce soir dans une bande dessinée qui s'appelle Dissident Club, qui porte nom donc de votre club à Paris, une bande dessinée qui retrace le récit de votre vie. Votre prénom c'est Ta et votre nom de famille, je le précise, c'est Siddiqui. Je vous remercie de nous avoir raconté et d'avoir raconté comme vous l'avez fait ce soir cette enfance, cette adolescence et comment vous êtes parti de ce pays il y a 7 ans pour cette vie d'exilé en France. Merci beaucoup pour cet entretien et désolé pour mon français parce que j'ai appris français. C'était très bien. Quand j'arrive ici en France et j'espère que toutes les personnes m'en comprennent. J'en suis certain. C'est le cœur qui a parlé ce soir. Merci Taha. Merci beaucoup. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Si vous voulez réagir au témoignage de Taha, si ce qu'il a dit fait écho avec un petit peu de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu, vous le savez, dans cette émission, vous avez la possibilité d'interagir et de réagir même, soit en laissant un message sur le répondeur du 07 56 85 55 85, soit en laissant un petit message sur ma boîte email social@johanrock.fr. En direct ou en différé, ça ne change rien, juste avant la nuit, c'est vos histoires de vive voix ou par écrit. Et comme je le fais toutes les semaines, je vais à présent vous partager un message que j'ai reçu. Il est signé de Marie. Enfin, c'est ainsi qu'il est signé. Bonsoir Johan. Tes auditeurs ont eu le courage de parler depuis toutes ces années. Moi, je n'ose même pas donner mon vrai prénom. Appelle-moi donc Marie. Il y a 6 mois, j'ai trompé mon mari. 11 ans qu'on est ensemble. C'est arrivé une seule fois, mais ça suffit pour que ma vie ait basculé. Ce n'était pas prémédité, je le jure. Pas une histoire d'amour non plus, juste un moment d'égarement, on va dire, lors d'un déplacement professionnel, un collègue, quelques verres de trop, la lassitude de la vie de couple, j'en avais envie, et puis je l'ai fait. Quelle conne. Un vrai cliché de série télé genre plus moche la vie. Le lendemain matin, j'ai réalisé l'ampleur de ce que je venais de faire. Depuis, c'est l'enfer dans ma tête. La culpabilité qui m'a dévoré toute crue. Je dors plus, ou très peu. Mon médecin parle de dépression,
Mais comment lui expliquer sans tout lui révéler? Mon mari s'inquiète. Il me trouve changée, distante. Il multiplie les attentions, me dit qu'il m'aime, qu'il est là pour moi. Chaque « je t'aime » qu'il prononce à mon égard me transperce comme un couteau. Le pire, c'est que notre couple n'allait pas si mal que ça. On a nos habitudes, nos petites disputes, bien sûr, mais on s'aime. On a une fille magnifique, ma fierté, une maison. On avait même des projets avant que ça arrive. Pourquoi ai-je fait ça? Cette question me hante. Je me surprends à épier les réactions de mon mari quand il rentre du travail, me demande si il sait, s'il soupçonne quoi que ce soit. Parfois, j'ai envie de tout lui dire, vider mon sac, une fois pour toutes, et puis je pense aux conséquences. Notre famille qui pourrait exploser, ma fille qui ne comprendrait pas, lui qui ne me pardonnerait jamais. Alors je me tais. Je mens. Quand il me demande pourquoi je pleure, j'invente des excuses pour mes insomnies. Je joue la comédie du bonheur conjugal, mais cette comédie-là a un prix. Elle me flingue à petit feu. Est-ce que garder ce secret, c'est encore de l'égoïsme? Ou est-ce que révéler, c'est transférer ma souffrance sur celui que j'aime, mon mari? Certains jours, je me dis que je vais craquer, tout lui avouer, et d'autres, je me convainc que je dois porter ce fardeau seul pour protéger ma famille. Mais cette guerre intérieure me rend malade. Écrire ces mots, ça m'a fait un peu de bien, Johan, même si ça ne va rien résoudre. Signé une auditrice, Marie, entre parenthèses, pseudo, de région parisienne. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. On va bientôt se quitter. Une émission particulière, mais finalement elles le sont toutes particulières, ces éditions de Juste avant la nuit. En introduction, je vous disais que j'avais une bonne nouvelle à vous partager. Après tout, depuis que les mots du soir se sont arrêtés, vous êtes restés fidèles à ce rendez-vous, cette libre antenne. Vous avez d'abord rallié la plateforme, le www.johanrock.fr, c'était il y a à présent un peu plus d'1 an. Et cette année, semaine après semaine, vous êtes restés fidèles à ce moment de parole et d'écoute. Alors, quand il m'arrive quelque chose dans la vie, naturellement, c'est à vous que j'en parle en premier. Et ce soir, c'est à vous que je vais en parler en premier. Enfin, ce soir, cet après-midi, ce matin, en fonction de l'ère à laquelle vous écoutez ce podcast. Cet été, je vais revenir à la radio, sur une station que vous connaissez, puisque c'est sur cette station qu'on s'est rencontrés. À l'époque, on appelait ça France Bleu. Désormais, ça s'appelle Ici. Dès 5h du matin, lundi prochain, si vous me faites la bonté d'être derrière votre poste de radio, on va se réveiller ensemble. Oui, je sais, c'est tôt. Mais il y aura de la musique, de la bonne humeur, du sourire, des infos et tout le reste. Ici, dès 5h du matin, pour l'été. Il y aura même une chronique dédiée à la télévision qui sera diffusée 7 jours sur 7, un peu plus tard dans la matinée. Voilà, c'était ma bonne nouvelle du jour à l'occasion de ce podcast en replay. Alors ça ne veut pas dire que juste avant la nuit, ça arrête pour autant. Loin s'en faut, pas du tout. En revanche, comme c'est le début de l'été, on va faire une version estivale de cette émission. Je ne sais pas exactement encore comment. Peut-être pas en direct tous les mardis soirs, en tous les cas pour ces prochaines semaines du mois de juillet, mais j'aimerais que vous m'envoyiez, comme on l'a fait il y a quelques mois de cela, le souvenir le plus marquant que vous ayez de cette émission. Une histoire, un témoignage, un auditeur dont vous vous souvenez et que vous aimeriez réécouter. Vous m'enverrez un petit message, social@johanrock.fr, ou un message vocal sur le répondeur. Et puis, je sortirai du chaudron de ces 3 ans d'émission de Libre Antenne le témoignage que vous désirez. Je compte sur vous. En attendant, je vais vous remercier d'avoir été présent en différé. Je remercie Marie, qui n'était pas présente là, maintenant, tout de suite, pour animer le chat, mais qui l'a fait mardi soir, à l'entame de cette émission, dont le son n'a pas jailli, mais merci quand même à elle, et puis Philippe, qui assure le soutien logistique de cette émission, même si parfois la logistique nous fait défaut. Je vous souhaite une belle semaine. Écrivez-moi. On continue à rester en contact, évidemment, juste avant la nuit et tout au long de la journée. C'est ça la magie des internets. Salut!